bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de la 4e saison du podcast d'Away We Go. Je suis Olivier Charme, président et cofondateur du collectif Away We Go. Nous sommes un collectif de freelance spécialisé dans le tourisme B2B et B2C, particulièrement dans la vente, la production et le marketing, chacun dans son domaine de prédilection. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui secoue pas mal de monde et pas seulement dans le tourisme, à savoir, faut-il repenser complètement le travail dans notre industrie ? On en parle avec des invités qui le vivent, qui le testent, qui recrutent et qui accompagnent ces nouveaux formats au quotidien. Et pour échanger sur ce sujet, je reçois aujourd'hui Julien Beaufreton. Julien, tu es directeur administratif et financier d'Asia, qui est une agence de voyage spécialisée sur l'Asie, mais pas que. Olivia Gasto, tu es freelance spécialisée en développement commercial. Et Lola Chemel, tu es Head of Human Resources chez Evaneos, qui est une plateforme web qui met en relation des voyageurs et des agences locales partout dans le monde. Merci et bonjour à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Merci Olivier. Avant de commencer, je tiens à remercier BZZ, le studio de communication créatif basé à Annecy, partenaire de cet épisode. Stratégie marketing, identité visuelle, site web, réseaux sociaux et contenu. BZZ accompagne les marques pour une approche claire, créative et engagée. Pour découvrir leur travail, rendez-vous sur bzz.cool. Donc on va parler de l'évolution des attentes des professionnels dans le tourisme. Flexibilité, autonomie, équilibre vie pro, vie perso. Le télétravail n'est plus une exception, le CDI n'est plus le Graal. Alors on va se parler de ces politiques. Est-ce que vous avez mis en place, Julien, pour commencer, une politique de télétravail au sein d'Asia ? Oui, Olivier, on a mis en place une politique de télétravail généralisée à l'ensemble des salariés chez Asia au sortir du Covid, fort de l'expérience, comme beaucoup de sociétés, fort de l'expérience de la pandémie. C'était pas un sujet nouveau chez Asia, on était un peu novateur à l'époque, on avait déjà mis en télétravail permanent un certain nombre de collaborateurs plutôt seniors, plutôt fidèles à l'entreprise. Et là, on l'a généralisé après le Covid et ça marche plutôt bien. Alors généralisé, c'est-à-dire qu'il y a une politique qui permet un certain nombre de jours pour l'ensemble des collaborateurs ? Oui, alors je vais faire un peu l'article de notre charte télétravail chez Asia. On a au bout d'un an d'ancienneté 2 jours de télétravail garantis, sans négociation, que le collaborateur peut prendre s'il le souhaite. S'il souhaite faire 100% de présentiel, évidemment, c'est possible. Et au-delà de ces 2 jours, on peut avoir 3 jours et jusqu'à 5 jours, soit 100% de télétravail, sur accord du chef de service en fonction des besoins du service, de l'équipe, de la taille de l'équipe, etc. Qui permet donc à des collaborateurs qui le souhaitent d'aller par exemple s'installer en province dans le cadre d'un projet de vie qui permet de concilier donc vie professionnelle et vie personnelle. Voilà, dans ce cadre, ça marche plutôt bien. On voit beaucoup de sociétés qui renoncent ou reculent sur le télétravail. C'est pas notre cas chez Asia, donc j'ai un peu peur. Je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé ? Pourquoi pas nous ? Voilà. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est de continuer sur le télétravail tel qu'il existe aujourd'hui. Et le 100% de télétravail, ça représente combien d'effectifs ? On a 20% de l'équipe qui est quand même en télétravail à 100%. Sur combien de collaborateurs ? On est 108 très, très exactement aujourd'hui. Ok. Très clair. Lola, est-ce que tu as une politique de télétravail un peu équivalente ou différente ? Il y a des choses similaires et des choses un petit peu différentes. Nous, un tout petit peu d'historique. Avant le Covid, donc en 2019, on avait honnêtement très peu de télétravail. On avait commencé un tout petit peu quelques collaborateurs qui avaient ce qu'on appelait chez nous le régular TT. Donc, il y avait vraiment un avenant où tous les mercredis, par exemple, le collaborateur était autorisé à être en télétravail, mais le reste, il n'y avait pas de télétravail. Et en fait, on a eu un avant-goût du télétravail avec les grèves, parce qu'en 2019, il y a eu des grèves très importantes où en fait personne ne pouvait venir au bureau. Et donc on a commencé à autoriser au fil de l'eau du télétravail parce que sinon les gens ne pouvaient pas travailler. Puis est arrivé le Covid. Et là, tout le monde a été forcé à être en télétravail. Et donc, c'est un peu à ce moment-là où, à la sortie du Covid, on a formalisé de nouvelles formes de télétravail par un accord télétravail. Et à ce moment-là, notre politique, elle a été un tout petit peu différente de ce que tu évoquais. Nous, on a différentes formes. La première forme, c'est le télétravail standard. Et en fait, on a raisonné un tout petit peu à l'inverse, c'est que tout le monde a le droit au télétravail standard. Et il faut qu'ils viennent au moins une fois par semaine au bureau. Donc après, chacun est libre, mais quand on est en télétravail, c'est au moins une fois par semaine et on le renseigne. Donc ça, c'est la première modalité. Et après, on a commencé à ouvrir au full télétravail, donc comme vous. Et là, on a distingué
le recrutement ou le recrutement en full télétravail, on l'autorise que pour des populations très spécifiques, donc les populations tech qui sont pour nous une population un petit peu à part dans le sourcing, etc. Donc ça, on peut recruter en full remote, mais sinon, tout le monde doit passer par les locaux et s'imprégner de la culture d'entreprise. Et après, le full remote, les gens ont pu faire des demandes. Et donc, on a un certain nombre de collaborateurs qui ont fait une demande pour passer en télétravail à plein temps et du coup avoir des projets d'installation en province. Et en fait, ça s'est pas mal démocratisé parce qu'aujourd'hui, nos chiffres, c'est 35% qui sont en full télétravail sur 180 collaborateurs. Voilà sur la politique, en tout cas télétravail aujourd'hui, où on en est. Ok. Et toi, Olivia, quand tu travailles avec tes clients, est-ce que tu es en full remote? Est-ce que tu travailles chez eux? Est-ce que c'est un format hybride? Alors, ça dépend des clients. Ma mission principale, ils m'ont demandé, tout en sachant que je n'étais pas obligée d'accepter, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de venir quelques jours de temps en temps dans leur bureau. Et moi, en réalité, ça me va très bien, parce que ça me permet effectivement de m'imprégner de la culture de l'entreprise, de pouvoir un peu avoir des personnes à qui parler, de ne pas être trop isolé, et puis de discuter plus facilement. Je pense qu'on travaille assez bien aussi de temps en temps en allant au bureau. Donc voilà. Et après, j'ai d'autres missions où, pour le coup, il n'y a pas du tout de proposition d'aller sur place dans les locaux. D'accord, donc c'est de la visio, des mails, Exactement. des appels. Exactement. Et ça fonctionne de la même manière que tu te rends compte que soit ton implication au sein des équipes ou le travail que tu peux fournir peut varier en fonction de cette relation que tu peux avoir avec les collaborateurs en présentiel ou en distanciel? Alors moi déjà, je trouve que c'est très confortable d'avoir le choix dans les deux. C'est-à-dire de pouvoir venir, se sentir accueilli, d'avoir un badge, de pouvoir se dire aujourd'hui je peux venir, j'ai une place et je suis attendue. Et je pense que effectivement, je suis encore plus productive et je travaille encore mieux dans les missions où de temps en temps je viens au bureau. Tu arrives à faire les deux? Oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de frein à faire du télétravail. Les outils sont là pour ça. Les connexions sont assez faciles sur les transports en France. Tout à fait. Il y a une culture d'entreprise, vous l'évoquiez tout à l'heure. Quels pourraient être les process ou les outils qu'on pourrait mettre en place pour développer encore plus le télétravail? Ou au contraire, c'est pas du tout un souhait? Et j'ai envie de rebondir aussi sur quelque chose que tu disais, Lola, à savoir, on impose un jour de présentiel aux équipes. Est-ce que vous faites en sorte que ce soit le même jour ou c'est un peu n'importe quand? C'est une bonne question. Et en fait, on a décidé de donner aussi la main aux managers, d'organiser un peu l'activité comme ils le souhaitaient avec leurs équipes, et donc de définir avec leurs équipes des jours de présentiel pour effectivement que ça ait du sens et que l'équipe se retrouve. Et on remarque en fait que dans la pratique, les gens s'organisent pour venir ensemble le même jour par équipe. Par eux-mêmes? Par eux-mêmes. Ouais, okay. Voilà. Mais on n'a rien imposé du tout. Mais par contre, ça me permet de rebondir sur un autre sujet qui est le sujet de présentiel, de comment les gens se retrouvent, parce qu'on a le sujet du télétravail, comment on arrive à travailler à distance, mais nous, on a aussi le souhait que les gens puissent de temps en temps se retrouver. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est que pour toute l'entreprise, on a les Evaneos Days, on appelle ça. C'est des jours où tout le monde se retrouve, que l'on soit full remoteur ou en présentiel régulièrement dans nos bureaux. On impose de revenir. Ces dates sont fixées 6 mois à l'avance. Elles sont maintenant c'est 9 fois par an. Et donc, c'est des dates où il y a 2 jours, un mercredi et jeudi, où toute la boîte est attendue à la voyagerie, donc dans nos locaux. Et nous, on prévoit une plénière de boîte qui est un peu plus longue sur un sujet. On prévoit des temps, un petit after-work forcément le soir pour que chacun se réunisse. Et sinon, les équipes peuvent s'organiser en sachant qu'elles sont toutes là pour se voir. Et la veille, il y a le jour des team leaders, où les managers, eux, sont obligés de revenir les 3 jours, du coup 9 fois par an, pour se retrouver entre managers. On a une réunion de 2 heures où nous, ça nous permet, moi en tant qu'RH, mais aussi la direction ou d'autres équipes, de faire passer des sujets, parce que le but, c'est d'outiller nos managers pour que eux soient nos meilleurs ambassadeurs. Et donc, ça passe par ces journées-là. Donc, je pense que sur la question du télétravail, c'est aussi important de trouver la bonne balance de comment on arrive aussi à avoir des temps ensemble. C'est un peu la mission du team building ou du séminaire, sauf que c'est dans les locaux? Ou est-ce que vous faites en plus des séminaires Alors, on a une fois par an, on essaye d'avoir une journée ouverte ou un séminaire. Ça dépend des années, des budgets, de la façon dont on le fait.
je ne sais pas si on peut le dire que c'est un séminaire, parce que c'est quand même un temps de travail où tout le monde doit à sa place, à ses réunions aussi habituelles. L'idée, c'est pas de perturber l'agenda et d'entertainer toute la journée tout le monde, parce qu'en fait, au début, on a un peu cherché le modèle. Donc, au début, effectivement, on occupait beaucoup ces 2 journées-là avec des réunions, des informations, etc. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils ressortaient de là très fatigués et surtout, ils n'avaient pas eu le temps pour retrouver leurs équipes, pour faire leurs réunions, pour travailler. Donc, aujourd'hui, on laisse aussi un peu de place au vide, entre guillemets, pour que chaque manager, chaque équipe s'organise et ça marche plutôt bien. En tout cas, les gens sont très contents de revenir. J'imagine. Julien, tu organises aussi des moments pour toute la boîte, peut-être en mode plus séminaire ou... On devrait en faire plus. Actuellement, on fait plutôt un séminaire par an, on réunit toutes les équipes. Il faut savoir que chez Asia, on a aussi 7 agences en province, donc ils sont là pour le coup en full présentiel, et qu'on avait cette culture du séminaire commun parce que les gens en province, en agence, ont envie de rencontrer en présentiel, en physique, leurs collègues. Et ça, c'était indépendamment finalement de l'existence ou non du télétravail. On fait un séminaire par an, en revanche, où on est plus sur le travail du collectif, l'esprit d'équipe, sous le format de l'entertainment, comme disait Lola. C'est une belle idée, je trouve, ce que vous pratiquez, les Evaneos Day. Chez Asia, on pourrait s'en inspirer, on n'a pas forcément la place pour le faire. Ce que je trouve assez frappant dans ce que dit Lola aussi, c'est que nous aussi, on a un peu laissé à l'appréciation de chaque service, chaque manager, la pratique de la rotation des équipes en termes de présentiel. Et on constate en effet que les équipes aiment à se retrouver le même jour en présentiel. Ça, c'est assez frappant. Ça pose d'autres problèmes logistiques et la gestion de l'espace et des places, puisque on a une crise du logement en général le mardi et le jeudi, et puis le lundi et le vendredi ou le mercredi après-midi, c'est un peu Ghost City. Donc voilà, bon, c'est pas mal aussi. Ceux qui sont en présentiel ont vraiment un grand espace, c'est calme. Voilà, on peut bien travailler, passer ses calls très très fort. Voilà, donc c'est un ensemble. Il y a toujours un modèle à trouver. Je pense qu'il n'y a pas une solution magique. Ça dépend des gens, de la culture d'entreprise, sachant que ces deux paramètres peuvent aussi évoluer dans le temps en fonction des contextes de marché. Oui. Toi, Olivia, tu participes à ces moments d'entreprise ? Non. Je ne suis pas invitée, en tout cas aux Evaneos Days et aux grandes réunions plutôt de team building ou à des formations, mais ce que je comprends tout à fait voilà, là-dessus. Pour autant, on me propose d'aller à des pots départ et on me propose évidemment d'aller faire des déjeuners avec des gens, on va au restaurant, etc. Mais pour les grosses journées un peu planifiées à l'avance, un peu institutionnelles, je ne suis pas conviée. Ok. Pourtant, ça aurait du sens de convier des collaborateurs, même si c'est pas sous le même statut juridique. Qu'est-ce que tu en penses, Lola ? Il y a 2 choses, il y a le sens et le légal, si je peux dire ainsi. Et aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un qui est en freelance, légalement, en fait, il n'est pas salarié de l'entreprise et donc c'est pas le même statut. On paye la prestation, donc le fait d'assister aux réunions de boîte, c'est pas compris là-dedans. Et en fait, il pourrait aussi y avoir des questions de confidentialité, de business, même s'ils ont accès à tout. Aujourd'hui, nous, on a émis le souhait que toutes les personnes en prestataire externe n'accèdent pas à tous les événements de l'entreprise. Mais c'est une vraie question. On se l'est posé pas mal. Quel risque aussi on prend ? En fait, c'est toujours un risque qu'on prend quand on intègre des freelances comme si c'était des salariés, parce qu'on assimile assez vite à un contrat, un CDI ou un CDD. Donc, légalement, j'entends. Légalement. Ouais. Je comprends. Légalement. Parce que ça veut dire que tu emploies des freelances sur des périodes courtes, sur des remplacements ou sur des traits d'union, plutôt que sur la longueur, sur l'année ou pourquoi pas sur plusieurs années, en restant juridiquement correct, puisque si c'est pas du plein temps, c'est pas nécessairement remplacer un salarié. Ouais, alors nous, on est plutôt dans une logique où on a des freelances sur des besoins vraiment ponctuels, donc de remplacement ou d'externalisation d'une expertise qu'on n'a pas et qu'on ne souhaite pas pour l'instant intégrer en interne pour plusieurs raisons.
où on a aussi fait le test d'externaliser complètement une équipe sur un marché, quelque chose qu'on voulait tester en interne. Enfin, on voulait tester en interne. On s'est dit, on va pas monter une équipe en CDI là-dessus parce qu'on n'est pas sûr de nous. Et donc, c'est une bonne façon d'externaliser. Et là, on avait carrément fait le souhait d'externaliser une équipe, donc plusieurs personnes. Ça a plutôt bien marché. Pour faire un POC, du coup, un proof of exactement. Ça a plutôt bien marché dans le concept. Après, c'est toujours pareil. C'est comment la personne est intégrée. Et donc, on y revient. Est-ce qu'elle est imprégnée de notre culture? Est-ce qu'elle a accès à ces moments parfois informels, ces moments où on descend le business, ou une vision des autres équipes qui aussi donne du sens? Et on est quand même, nous, là pour donner beaucoup de sens. Enfin, en tout cas, chez Evaneos, on cherche à ce que les gens aient du sens dans ce qu'ils font. Comme nous, on donne du sens à nos voyageurs. Enfin, donc, c'est quelque chose d'important pour nous. Et donc, le modèle d'externalisation, on l'a pas encore trouvé parce qu'on est, c'est pas notre culture profonde de boîte, je pense. Ok, mais vous laissez pourtant, vous laissez en partie la chance à certains freelances. En tout cas, vous testez des manières de collaborer. Exactement. C'est une façon de tester, de flexibiliser aussi cette masse salariale. C'est une façon de répondre à des besoins qui sont ponctuels, mais je peux pas dire que c'est de façon pérenne et que c'est un modèle qu'on a envie de pérenniser. Oui, je comprends. Mais d'ailleurs, je pense que c'est dans l'état d'esprit du freelance aussi de ne pas se projeter sur 10 ans avec un client, par exemple. Encore que. Toi, Julien, de ton côté, est-ce que tu travailles avec des freelances? Est-ce que ça fait partie de la culture d'Asia? Historiquement, c'est pas la culture d'Asia, en effet, où on est sur des modèles traditionnels où en fait le CDI est au cœur de la structuration des équipes et de la fidélisation des collaborateurs. Néanmoins, on a externalisé, ou on est passé par l'externalisation de certaines fonctions support, pas forcément pour les flexibiliser, pas forcément parce que c'était une stratégie de diminution du coût de la masse salariale, mais parce que on n'avait pas forcément une surface de travail qui allait occuper à 100% un collaborateur sur une problématique dédiée qui n'était pas structurante toute l'année pour la société. Je pense à des fonctions de marketing, de communication parfois. J'y ai pensé aussi à des fonctions RH, même si c'est moi qui les occupe. Enfin, je suis aussi directeur, en tant que directeur financier, je m'occupe du RH. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une taille critique telle que un RH serait justifié à 100%. Avec les problématiques aussi de responsabilité sociale des entreprises, on peut aussi penser à la dimension responsable qui serait traitée par un freelance. Ça pose après aussi des problématiques en fait de localisation du savoir-faire. Dès lors que ça devient des fonctions stratégiques, si elles sont externalisées à travers du freelancing ou une société extérieure, ça pose la question de savoir qui détient le savoir-faire, qui est quand même a priori le cœur de métier d'une société. On peut imaginer qu'un salarié s'en va aussi, en démissionnant, en faisant tout à fait. En se faisant licencier et part avec le savoir du coup de la même manière. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'en général on a sorti sur des fonctions clés les conditions d'emploi d'un salarié avec un certain nombre d'éléments qui vont le retenir. Enfin, du moins, on essaye. Ça m'intéresse, tu peux nous en dire plus? C'est quoi? Quels sont les... Ce que tu mets en place Alors, chez Asia, on a une pratique de salaire qu'on juge être bien disante dans l'environnement tourisme, donc ça c'est une sorte d'attractivité. On a aussi une politique sur le télétravail qui est assez généreuse, qu'on ne va pas trouver chez tous les employeurs. Il y a une culture d'entreprise, une qualité de produit qui attire les collaborateurs et les fidélise. On a un taux de turnover extrêmement faible chez Asia et une ancienneté moyenne assez forte. Tu connais les chiffres? Oui, on a quasiment 20 ans d'ancienneté sur 100 collaborateurs, ce qui est pas mal. Le turnover, il est très faible. Voilà, les chiffres sont un peu brouillés depuis 2 ans en sortie de Covid, parce qu'on a réduit les effectifs pendant le Covid, donc pendant la pandémie. Donc forcément, on a recruté en masse depuis la sortie de Covid. Donc le taux de turnover a un peu moins de sens qu'auparavant, mais il était assez faible. On avait un turnover inférieur à 5%. Et puis après, on pense aussi, on fidélise aussi
les collaborateurs, alors pas forcément chez Asia ou systématiquement chez Asia, mais il peut y avoir aussi des réflexions sur l'association de collaborateurs au capital à travers, alors on l'a bien mis en place chez Asia, mais je sais que ça se fait dans d'autres sociétés qui veulent fidéliser leurs collaborateurs, mais avec des mécanismes d'attribution d'accès au capital sous différentes formes, que ce soit de l'actionnariat salarié, des actions gratuites, des BSCPE, des BS, voilà, je n'y arrive pas aujourd'hui. Voilà, donc il y a différents mécanismes qui permettent de fidéliser les savoir-faire sous la forme d'un contrat. Et c'est pas forcément accessible à un freelance, effectivement, tout ce que tu viens de citer. Bah, disons que c'est un petit peu antinomique avec la mission de freelancing, oui. Ouais. Du coup, Olivia, si tu peux nous refaire un peu rapidement ton parcours, tu as été salarié pendant plusieurs années. Oui, tout à et fait. tu es freelance depuis peu. Comment tu as fait cette bascule? Pourquoi tu as fait cette bascule? Qu'est-ce qui t'a motivé? Oui, tout à fait. Alors, j'ai travaillé presque 12 ans dans le tourisme, dans des grands groupes et dans des plus petites structures. Donc, mes grosses expériences, c'était 5 ans chez Worldia, puis 5 ans chez By Native du groupe Voyageurs du Monde. Et ce qui m'a fait un peu franchir le pas du freelancing, donc en janvier de cette année, de janvier 2025, c'était vraiment une recherche de flexibilité et d'adaptabilité. J'avais envie de continuer à travailler dans le tourisme, mais peut-être avec des visions, des missions un peu plus variées pour des entreprises différentes, et avec la possibilité de réduire la voilure à certaines périodes de l'année si nécessaire. Donc voilà, je dirais que c'est flexibilité, liberté et adaptabilité. Flexibilité de temps de travail, variété dans les missions. Exactement. Et le côté un peu liberté, évidemment, d'être libre, de se dire, bah voilà, par exemple, au mois d'août, je réduis la voilure. À Noël, je m'accorde 15 jours de vacances en ne choisissant pas de mission ou en trouvant... ou en étant en intermission à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment ce que je voulais. Moi, c'était surtout motivé parce que j'ai des jeunes enfants et que voilà, j'avais ce besoin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle sans faire forcément de compromis sur l'intérêt des missions. Donc voilà, je voulais pas sacrifier ma vie professionnelle. Donc, ça m'a paru être un bon compromis. Et tu as trouvé ça facile de devenir freelance ou à ton compte? Alors, j'avais quelques craintes qui étaient l'isolement et forcément le côté est-ce que je vais trouver des clients et à un certain moment peut-être se dire est-ce que j'ai une valeur ajoutée à offrir à mes clients? Est-ce que voilà, c'est un peu le fantôme du syndrome de l'imposteur. Et en fait, assez vite, mes craintes se sont estompées parce que pour l'isolement, en fait, je me suis vite rendu compte que plusieurs clients proposaient d'aller directement dans les bureaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, finalement, d'avoir un peu une vie de bureau, des collègues, etc. Et puis, j'ai intégré le collectif Away We Go, donc, qui est ce fameux collectif de freelance dont tu es le président et fondateur, que j'ai trouvé vraiment... c'est quelque chose qui était presque une condition pour moi. C'était de pouvoir intégrer une communauté de professionnels avec qui échanger nos doutes, des bonnes idées, etc. Des problématiques communes. Des problématiques communes, exactement. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a, on va dire, permis de me lancer. Et en fait, voilà, j'ai trouvé des missions parce que j'avais aussi un réseau depuis 10-12 ans que j'ai pu actionner. Et j'ai trouvé des missions, en fait, assez facilement, plus que ce que je pensais. Et j'ai bien vu que syndrome de l'imposteur, en fait, pas du tout, parce que les entreprises avaient des besoins concrets, ponctuels, et qui correspondaient parfaitement, en fait, à ce qu'un freelance peut offrir, donc de l'adaptabilité, une certaine expérience, et voilà, globalement. Et des compétences que tu as pu acquérir pendant ces années de salariat, finalement. Voilà, et donc, pour autant, je regrette pas du tout ces années de salariat, parce que je pense qu'elles m'ont appris des méthodes de travail, des exigences, une certaine... oui, c'est ça, des expériences et des expériences, et c'est un bagage que je peux proposer à mes clients aujourd'hui. Donc peut-être commencer par être freelance à 25 ans, je pense pas que c'est pertinent, en tout cas c'est mon point de vue. Et voilà, 10 ans après, je pense que je suis plus pertinente dans les services que je propose. C'est-à-dire que devenir freelance en sortie d'école, c'est un peu tôt. Je pense.
Et par contre, une fois qu'on a fait un bagage, c'est propice. Je pense que pour les clients, c'est mieux, effectivement, parce qu'on on a déjà de l'expérience en entreprise, on peut savoir ce que le client peut attendre. Et voilà, et je pense qu'on peut s'adapter peut-être plus facilement à des cultures d'entreprise différentes et à des méthodes de travail différentes, à des outils différents. Ça, c'est parfois le plus difficile. C'est la multiplicité d'outils, apprendre à utiliser des CRM ou des databases ou des... Voilà. Donc, qui sont différents dans chaque entreprise. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on a eu l'expérience d'en utiliser plusieurs dans différentes entreprises, on a un peu plus cette gymnastique de l'esprit et on sait plus, je pense, s'adapter rapidement. L'agilité plutôt que 20 ans sur le même logiciel, effectivement, et une mise à jour fait mal. Voilà. Ouais, je vois bien. Moi, j'aurais bien aimé juste rebondir un peu sur ce que disait Olivia sur la flexibilité que tu vas chercher en tant que freelance. Parce que nous, on s'est beaucoup posé la question et dans ce que tu dis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on a mis en place chez Evaneos, donc je ne sais pas s'il y a un moment où on y reviendra, mais on a beaucoup réfléchi à ça et aujourd'hui, on a un accord temps au travail qui est assez... je pense innovant et qui permet aussi d'avoir cette flexibilité-là. Et donc, c'est comme ça que nous, on est assez convaincus qu'on peut concilier vie perso, vie pro, sens, agilité, flexibilité, tout en étant dans une entreprise intégrée, etc. Alors, la diversité des missions, ça c'est dans le job, c'est sûr. Donc, nous, c'est aussi notre rôle de RH, après, d'avoir de la mobilité interne, de développer. Mais sur cette flexibilité-là, et je sais pas, j'ai un ou deux exemples, mais il y en a peut-être un sur ce qu'on a mis en place. Par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle la compressed week. En fait, aujourd'hui, nous, on considère qu'il est possible de faire 100% de son temps de travail. Donc, en 4 jours et demi. La moyenne, c'est plutôt 4 jours et demi, parce que sinon, ça fait vraiment des grosses journées. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, chacun peut s'organiser pour organiser son temps de travail chaque semaine avec une flexibilité qui est donnée que le vendredi. Pourquoi que le vendredi ? Parce que en fait, on s'est rendu compte assez vite que si chacun avait ses jours non travaillés, cette flexibilité-là, ça marchait pas. Il fallait un rythme commun. Et donc le vendredi, c'est une journée chez Evaneos où il n'y a pas de réunion. Il peut y avoir des réunions en one-to-one parce que les deux travaillent et voilà, ils s'arrangent, mais il n'y a pas de réunion de boîte, il ne peut pas y avoir de réunion de transverse. Et donc, chacun organise sa semaine en disant, cette semaine, je vais avoir une grosse semaine dense du lundi au vendredi midi, mais mon vendredi après-midi ne sera pas travaillé et on pose ce qu'on appelle chez nous un Flexi Friday. Donc, c'est, j'ai condensé ma semaine du lundi matin au vendredi midi et le vendredi après-midi, il est libre pour, passer du temps perso, ses enfants, etc. Enfin, voilà. Et ça peut être même du lundi au jeudi. À ce moment-là, mais du coup ça c'est possible qu'une fois par mois. Bon, il y a plein de règles derrière là-dessus parce qu'on sait que c'est des rythmes denses, mais ça fait partie des premières choses qu'on a faites. Et pour les parents, par exemple, cette flexibilité, on a dit en fait elle peut 4 fois par an être donnée un autre jour que le vendredi parce qu'il se trouve qu'on a un enfant malade le mardi, en fait c'est un peu dommage de pas pouvoir compresser sa semaine sur lundi, mercredi, jeudi, vendredi et le mardi de devoir poser une journée ou sans solde ou autre. Donc on l'a 4 fois par an, on donne cette flexibilité autre sur un personal reason day. Tout ça, vous le testez ou c'est testé et c'est acté ? Alors, en tout cas, cette compression du temps de travail, en fait, il se trouve que nous, avec le Covid, on a été beaucoup au chômage partiel. Donc, on a eu différents rythmes, on a testé plein de choses, les équipes en fonction de est-ce qu'elles sont à 20%, 30%, d'autres à 100%. Enfin, on a testé plein de trucs. Et à la fin, ce qu'on avait testé qui avait marché le mieux, c'est en fait toute la boîte était à 80% à la fin, les 6 derniers mois, et avec le vendredi chômé. Donc là, c'était chômé, donc c'était un peu différent. Et on s'est rendu compte que ça marchait bien. Parce qu'en fait, les gens, du lundi au jeudi, étaient à fond, le vendredi, c'était chômé. Et quand on est sorti de ces 2 ans de crise, on s'est dit, on ne peut pas revenir à un rythme classique. On ne peut pas... il faut qu'on essaye d'itérer sur ce qu'on a vécu et comment on peut le faire. Mais en même temps, on a envie que les gens reviennent à fond, qu'ils soient à 100% de temps de travail. On n'a pas envie de passer à la semaine 2-4 jours, c'est pas possible. Oui. Et donc, on a réfléchi et on a, avec le CSE, qui nous a beaucoup aidé aussi, on a rédigé cet accord. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses qu'on a actées et après, on l'a mis en place. Donc, on n'a pas vraiment testé, mais il y a tout l'historique qui nous a fait... il y a eu un laboratoire. Il y a eu un gros chemin parcouru, en tout cas. Ouais. Vous êtes inspiré par ce qui se passe ou vous êtes inspiré aussi par ce qui se passe outre-Atlantique ou par des gourous RH qui testent des trucs ? Là, on a été inspiré par ce qui s'est passé, je dirais. Mais après, oui, c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe outre-Atlantique ou c'est voir ce qui se passe même en France. C'est sûr, mais il y a des choses qu'on met en place parce que ça vient vraiment de nous. Je pense au RTT environnement. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais nous, on l'a mis en place il y a déjà 2-3 ans. Chaque année, le collaborateur a le droit à
un RTT supplémentaire qu'on appelle un RTT environnement, c'est-à-dire que sur justificatif, si le salarié a décidé d'aller à une destination à plus de 6 heures de train, enfin de prendre le train du coup, de ne pas prendre l'avion pour aller à une destination qui est lointaine. Vous lui offrez ce temps de voyage. On lui offre une journée pour qu'il puisse le voyager 2 jours et on lui offre ce temps de voyage. Voilà. Et donc ça, c'est, je dirais, inspiré par nous, par ce qu'on veut, ce qu'on promeut, pour avoir, enfin voilà, on revient à la question du sens où pour nous, en fait, on veut donner du sens à nos voyageurs, mais on veut aussi que nos salariés en interne aient ce sens-là. Donc on s'inspire un peu de différentes pratiques, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Nous, on a essayé de pouvoir donner cette flexibilité, de pouvoir donner ce sens que je comprends qu'on puisse aller chercher dans des modèles freelance. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est une excellente idée. Mais tu n'en bénéficies pas. Je n'en bénéficie pas, mais moi, par exemple, je travaille pas le vendredi par choix. Mais donc, je trouve qu'en tant que salarié, c'est vraiment un avantage, un RH super important. Est-ce que tu envisages de repasser au salariat ? Alors, pas au moins avant 10 ans. Je me suis fixée à ça avec moi-même. En fait, tant que mes enfants sont petits, je pense que je vais rester sur ce système de freelance. Ça fait seulement 6 mois, mais j'y ai pris goût. Et voilà. Même si j'ai des opportunités intéressantes, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce système de freelance. Voilà, après, on peut évidemment, peut-être que je changerai d'avis ou voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais là, mon plan, c'est plutôt pendant une dizaine d'années d'être freelance. Très bien, très bien. Tu seras bienvenue dans le collectif si tu payes ta cotisation. Bien sûr. Je voulais qu'on parle rémunération un peu tous les trois. On peut commencer par toi, Olivia. Comment tu fais pour fixer ton tarif avec les entreprises ? Est-ce que c'est un taux journalier moyen ? Est-ce que c'est à la mission ? Est-ce que c'est à l'heure ? Comment tu fais ? Et comment tu fixes ce montant en fonction des entreprises, des missions ou comment tu fais ? Alors, effectivement, selon les clients, c'est très différent parce que il faut faire un peu de pédagogie pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre des freelances parce que voilà, il faut réussir à valoriser son travail un peu autrement et il faut qu'il soit un peu sensibilisé au gain que c'est d'avoir un freelance, le côté justement mission ponctuelle, le côté, on l'a dit tout à l'heure, assez agile, le côté expert, le côté souplesse, etc. Qui ont aussi des désavantages pour un freelance, c'est le côté pas beaucoup de sécurité et le côté, voilà, on n'a pas, nous, d'avantages sociaux, enfin, on en a peu. Donc voilà, ça, c'est un peu le revers de la médaille. Donc, selon les clients, on n'est pas tout à fait dans la même on va dire, ouverture d'esprit. Selon les missions, il y a certaines missions où j'ai effectivement un taux journalier moyen. Et pour d'autres, c'est un prix à la mission. Et encore une troisième manière, c'est actuellement un tarif horaire. Enfin, c'est un package pour X heures. Voilà, c'est le montant qui est prévu. Ok, pas au jour mais à l'heure. Ok. Ouais, exactement. Enfin, c'est un package d'heures, en fait. Et tu travailles pas à la commission ? En fait, pour l'instant, je n'ai pas de mission à la commission. On m'a proposé des missions à la commission. Oui. Mais pour l'instant, mon emploi du temps ne me permet pas. Mais voilà, ça pourrait tout à fait s'envisager, notamment pour des missions qu'on m'a proposées de développement commercial. Aller, par exemple, développer un réseau, réussir à promouvoir une marque dans le tourisme. Là, effectivement, il y aurait une partie fixe plus une partie variable basée sur les résultats. Donc voilà, le but, c'est d'être le plus adaptable et de comprendre les problématiques du client et que le client comprenne aussi un peu les problématiques qu'on a. Voilà. Mais en général, avec un petit peu d'explication, on arrive à un équilibre qui est juste. Et de toute façon, si on n'arrive pas à un équilibre juste, en fait, la réponse est simple, on ne prend pas la mission. Ouais, je comprends. Et avec vos salariés chez Evaneos et chez Asia, comment vous avez une grille de rémunération, j'imagine ? Vous avez des écarts entre les différents, les juniors, les intermédiaires, les seniors. Est-ce que vous connaissez par exemple l'écart type entre le plus bas et le plus haut salaire chez vous ? Oui, forcément, puisqu'on s'amuse à faire des tableurs Excel toute la journée pour apprécier, pour mettre en place une politique salariale la plus cohérente possible.
sachant que c'est toujours difficile de déterminer en amont ce que c'est que la cohérence d'une politique salariale, puisque ça peut être chez une personne A quelque chose de cohérent, mais jugé par une personne B comme totalement incohérent, parce qu'elle n'aura pas la même culture. Et oui, on a des grilles, et à l'intérieur de ces grilles, on a plus ou moins de flexibilité, et une capacité aussi à rémunérer, à rétribuer l'implication personnelle du collaborateur au cours de l'année en fonction soit d'objectifs fixés, soit de l'appréciation de sa performance. Et tu disais que chez Asia, vous étiez plutôt, en tout cas de ton point de vue, généreux par rapport à l'industrie. Ça veut dire que tu fais des benchmarks sur la rémunération ? Oui, alors oui, on fait des benchmarks par la rémunération. On les fait notamment à travers notre syndicat professionnel qui s'appelle le CETO, qui chaque année réalise une étude de rémunération en demandant à ses adhérents, dont Asia fait partie, de déclarer les salaires. Alors c'est sur une base anonymisée, bien sûr, pour que ça soit RGPD compatible, mais on a donc sur une base anonymisée en fonction des catégories professionnelles qui sont définies en amont, notamment inspirées par la convention collective. On doit renseigner les salaires fixes, les salaires variables, les éléments de rémunération accessoires, les avantages divers et variés comme le télétravail, les tickets restaurants, etc. L'intéressement, la participation. Et le CETO consolide tout ça et nous envoie un outil qui permet de nous benchmarker avec un peu sur mesure en fonction d'un pool de population, d'un poste, d'une seniorité, même parfois on peut faire une localisation géographique. Et donc ça permet, et c'est assez utile parce que ça permet de savoir se positionner en termes d'attractivité de salaire dans l'univers du tourisme. Donc ça on le fait, oui. Ok. Et chez Evaneos, vous le faites aussi, j'imagine, peut-être pas avec le CETO, vous n'êtes pas tour opérateur ? Non, alors nous, on a un outil qui s'appelle Figures, qui nous permet d'avoir un benchmark des entreprises qui nous ressemblent, donc plutôt dans la tech, nous. Oui. Parce que nous, la complexité, c'est qu'en fait, on est une boîte tech dans le tourisme. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais la tech, ça paye très bien, et le tourisme, c'est connu pour pas très bien payer. Donc, c'est comment on concilie les deux. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place il y a quelques années, c'est une grille, ce qu'on appelle les Evaneos Reference Salaries. On aime bien les petits noms chez Evaneos. Et donc, on a une grille, effectivement, avec les jobs génériques, enfin, les métiers génériques par communauté de métiers, et en fonction des niveaux dans le job, un salaire de référence. Et donc, ce salaire de référence, on va le chercher en faisant avec notre outil de benchmark, parce qu'il y a des équivalents de niveau de seniorité. Et donc, on arrive à avoir... En fait, on se cale sur le marché. Et pour nous, le marché, c'est être au 50e percentile. C'est-à-dire qu'on se met à la médiane. Donc, on considère qu'on est bon payeur en disant, il y en a 50% en dessous, 50% au-dessus. Et nous, on est bien au milieu et on trouve que c'est juste. Donc, voilà. Une fois qu'on a ce salaire de référence, on essaye. Donc, c'est beaucoup le cas, c'est que chaque personne, on a différentes revues dans l'année, on a une revue de performance notamment, où chacun est attribué un niveau de seniorité dans son job, qui est défini très clairement avec des critères, etc. Et à ce moment-là, ça peut nous donner le salaire de référence correspondant. Et ce qu'on se dit, c'est que chaque personne est unique, son parcours, son expérience, etc. Et on essaye que la personne rentre dans une fourchette entre 90 et 110% de ce salaire de référence. Oui. Voilà. Et donc, à partir de là, y en a qui sont en dessous de 90 et c'est ceux-là, on essaye de comprendre ce qui se passe et on essaye de les rattraper. Parfois, ça se fait en 2 ans, 3 ans, parce qu'en fait, comme c'est très écarté, on n'est pas capable de le faire en 1 an, mais souvent, on le fait assez vite. Et puis, il y en a d'autres qui sont au-dessus et c'est pas grave, c'est OK aussi d'être au-dessus pour plein de raisons. On peut pas être parfait. Mais en tout cas, on se donne comme objectif d'être dans cette fourchette-là et ça marche plutôt bien. Ok. Et cette évaluation des collaborateurs, j'imagine que c'est toute l'année, mais aussi pendant les entretiens annuels, où il y a un échange particulier entre le manager et le collaborateur. Oui, alors nous, on aime bien faire les choses un peu différemment. Donc, c'est pas l'entretien annuel. En fait, on a
on a 3 temps forts dans l'année d'échange pour recevoir du feedback, savoir où on en est. Et il y a un temps plutôt en fin d'année qui est normalement l'entretien annuel classique. En fait, nous, on fait ce qu'on appelle les collective reviews. Donc, c'est des reviews qui ont lieu en équipe. Et c'est un moment où chacun fait le point sur son année devant son équipe et reçoit et donne du feedback à chacun de ses collaborateurs. Donc on essaie de le construire, c'est un feedback positif et un feedback de développement. Comment on pourrait mieux travailler ensemble? Qu'est-ce que tu peux demander pour la suite à ton collaborateur pour mieux travailler? Donc ça, c'est des revues collectives. Après, en mars-avril, donc au printemps, on a la Spring Review. Et là, c'est ce qu'on appelle... les talent review, donc c'est des revues pareil, toujours collectives mais pas en équipe, cette fois-ci c'est des managers d'une même communauté de métiers qui se regroupent. Nous, RH, on les anime et l'idée c'est là d'évaluer la performance et la seniorité de chacun. Donc c'est à ce moment-là où on évalue la performance et la seniorité. Et assez important, c'est qu'on a décidé de décorréler cette revue de la revue de salaire. Parce qu'en fait, pour nous, c'est quand même 2 choses différentes, même si bien sûr, ce qui a été dit en Talent Review, la performance, ce que tu disais, moi je suis assez d'accord, c'est qu'à un moment, la performance, elle va quand même s'impacter dans le salaire. En juillet, on a la Summer Review et à ce moment-là, c'est aussi un temps d'échange avec le manager sur où on en est, etc. Les besoins, même ça peut être les besoins de formation, ça peut être où on en est dans les objectifs, mais c'est aussi à ce moment-là où on se réunit pour revoir les salaires. Ok. J'imagine que tu as des temps comme ça également, plus classiquement ou... Oui, alors ils ont aussi des intitulés plus classiques, puisque ce sont je vais les dire en anglais, ce sont des annual reviews. Non, ce sont des entretiens annuels sur le modèle tout à fait classique. On a essayé d'aligner 100% des collaborateurs sur une période d'augmentation qui est en fin d'année pour tout le monde, après la revue des performances collectives et individuelles de l'année. Après, on a aussi on essaie de mettre en place maintenant en milieu d'année un questionnaire QVT. Pour essayer de prendre la température. Qualité de vie au travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour essayer de prendre la température de l'humeur des salariés. Et puis aussi pour la suivre dans le temps, pour aussi nous en tant qu'employeurs, si on voit que quelque chose est mal apprécié, mal jugé par les collaborateurs, on essaie de mettre en place des dispositifs pour améliorer cette QVT. Donc c'est les 2 grands moments dans l'année institutionnelle où on donne la parole aux collaborateurs, en dehors bien sûr des dispositifs légaux comme l'entretien professionnel bisannuel pour les entreprises de plus de 50 salariés et le dialogue social à travers les IRP. IRP Institut, le CSE en gros. Ouais, ok. Les instances représentatives du personnel. Ouais. Ok, super. Est-ce que c'est à travers ces moments aussi que vous pouvez mettre des actions concrètes contre des surcharges de travail? On parle beaucoup de burn-out partout dans le monde, mais également dans le tourisme, ça se multiplie. Est-ce que c'est des moments où vous arrivez à prendre la température d'un collaborateur et vous alerter par moment avec certains outils sur une surcharge éventuelle? Chez Asia, on a une taille suffisamment modeste, entre guillemets, pour pouvoir encore se permettre de le faire par le contact humain du manager avec son équipe, sauf en cas de manager complètement autiste, mais c'est pas le cas, plus le cas chez Asia. Donc on n'a pas forcément besoin d'outils de review sophistiqués. Quand il y a une souffrance qui commence à se matérialiser chez un collaborateur, on la détecte quand même assez vite. Ouais. Parce qu'on reste une société encore à taille de petite taille, à taille humaine. Maintenant, c'est vrai que je pense que tu veux certainement nous guider aussi sur le freelancing à travers ces questions. Et c'est vrai que quand tu m'avais contacté pour participer à cette émission, je t'ai dit, non, c'est pas trop la culture chez Asia du freelancing. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, tu te dis, ça peut être en effet une solution pour faire face à un pic d'activité, à de la saisonnalité. Et pour décharger aussi, du coup une partie des collaborateurs. Et alors, ou pour décharger une partie des collaborateurs quand tu as une situation de souffrance au travail professionnelle ou personnelle, souvent d'ailleurs c'est personnel et ça se répercute sur le professionnel, ou tout simplement des arrêts maladie. On a comme toutes les sociétés des arrêts maladie parfois qui durent longtemps et on est très embêté parce qu'on va pas se séparer de la personne. D'abord, d'un point de vue légal, c'est assez complexe. Et puis d'un point de vue humain, c'est complexe aussi. Et en même temps, parfois, les gens, quand ils sont en burn-out, on ne sait pas quand est-ce qu'ils reviennent, ils ne le savent pas eux-mêmes. Et donc, on est obligé quand même de continuer à travailler. Et puis, assez
servir nos clients, et puis à faire de la production, et puis à faire de la vente, etc. Donc c'est vrai que le freelancing peut être peut-être une solution. Il pose quand même de nombreuses difficultés, hein, je trouve. Là, je parle en tant que RH et aussi un petit peu DAF. Il pose quand même des complexités peut-être financières, mais juridiques et sociales en termes de sécurité. Donc c'est vrai que c'est un outil qui peut être utilisé, mais il faut quand même un cadre. Faut bien réfléchir quand même au cadre pour pouvoir le faire sans s'enfoncer dans le mur. On t'accompagnera, Julien. Je n'en ai aucun doute. Par rapport à cette surcharge, là, tu peux voir des outils ou tu peux voir des exemples au fil de l'année où vous prenez conscience que des collaborateurs vont pas bien et vous arrivez à les accompagner? Oui, on a malheureusement eu le cas et on a le cas de temps en temps. Donc nous, pareil, on a un accompagnement RH fort, on a des RH de proximité, c'est-à-dire qui sont proches des managers et des équipes, donc qui sont normalement capables de détecter en amont des situations à risque. Vous êtes combien dans le ORH? ORH. Ouais. Donc moi, j'ai une équipe de 3 personnes. Et on est 2 HRBP, donc on a la boîte à peu près séparée en 2, où on suit la moitié de la boîte chacune. D'accord. Et donc on arrive en amont souvent à détecter les situations. Après, ça n'empêche que l'arrêt arrive, il faut le traiter, le problème. Alors nous, c'est aussi, on a un outil qui s'appelle Office Vibe qui permet de mesurer en fait très régulièrement un peu comment vont les collaborateurs. Donc, tous les 15 jours, aléatoirement, les collaborateurs reçoivent un petit questionnaire, des questions à remplir. C'est des questions qui sont aléatoires, c'est 3-4 questions. Et ça nous permet un peu mesurer l'état d'esprit. Pour mesurer, on peut faire par équipe, par type, par exemple, parler du remote. Nous, on a un groupe full remoteur sur cet outil qui nous permet de voir la température des full remoteurs. Donc, ça, c'est des outils qui nous permettent de mesurer la température. Et après, comment on essaye de soigner ça, entre guillemets. On a essayé plein de choses. Nous, les RH, on passait beaucoup de temps avec les équipes. On avait mis en place à un moment de surcharge aussi, un psychologue au travail qui venait une fois par mois. Elle venait une fois par mois et en fait, les gens pouvaient prendre rendez-vous en direct avec elle parce que nous, on n'avait vraiment pas à savoir. Et elle était en présentiel au bureau, soit dans une salle un peu isolée, soit les gens étaient là au bureau et venaient, ou elle était sinon en visio. On l'a enlevé et là, justement, on a fait un questionnaire récemment un peu pour prendre la température parce qu'on a vu qu'il y avait des remontées qui étaient assez compliqué et donc on va remettre en place, on s'est rendu compte que le pic de charge il était souvent de septembre à décembre et donc par exemple la psychologue de travail va revenir de septembre à décembre prochain une fois par mois pour accompagner ça. Voilà, donc on essaye de faire différentes choses. Mais bon, ça n'a pas la solution miracle non plus. Non, bien sûr, mais en tout cas, vous mettez en place des outils et des process. Et toi, Olivia, tu disais, au contraire, j'ai choisi le freelancing pour mieux gérer cette vie pro-perso. Ouais. Est-ce que tu y arrives? Alors, je pense que j'ai eu besoin de plusieurs semaines d'adaptation. Après, moi, j'ai fait le choix, justement, de m'automettre des pics de charge pour pouvoir, justement, avoir des périodes de décharge. Donc, je me suis un peu dit, OK, de janvier à juin, tu vas cravacher. Et en juillet-août, tu vas un peu relever la pédale, mais ça sera OK, d'accord? Parce que... en gros, tu l'as mérité. Donc, c'est vrai que je me suis mis un peu la rate au courbouillon d'une certaine manière, en acceptant beaucoup de missions, en faisant beaucoup d'amplitudes horaires, en retravaillant le soir, de temps en temps le week-end. Mais comme c'est moi qui l'ai choisi et que je sais que c'est sur un temps court, et que voilà, j'ai un peu une carotte au bout de ces 6 mois, entre guillemets, de tunnel. Alors, j'exagère un peu, parce que comme je l'ai dit, les vendredis, c'est un peu plus cool. Et en fait, comme c'est moi qui suis mon propre patron et que je me suis auto-imposé ça, c'est OK. Ouais. Voilà. Mais c'est une manière justement de comprimer le temps aussi, c'est pas sur la semaine, mais sur l'année ou sur un semestre. Exactement. Moi, j'ai mon propre Flexi Friday, j'ai mon Flexi semester où effectivement... je bosse beaucoup pendant une période et puis voilà, je vais beaucoup moins travailler cet été et ça va te permettre de prendre des vacances avec tes enfants. Ça va me permettre de souffler et de profiter effectivement de mes enfants. Ouais, ok, très bien. On se rapproche de la fin de l'épisode. Est-ce que, pour finir, vous auriez un conseil à donner à un jeune pro qui voudrait soit rejoindre votre entreprise, soit rejoindre le statut de freelance? Moi, je peux commencer. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un projet qui se mûrit, le fait de passer du salariat au freelancing.
Il faut un peu de discernement, il ne faut pas le faire sur un coup de tête après avoir été un peu échaudé avec une mauvaise expérience, etc. Je pense qu'il faut quand même, entre guillemets, s'auto-faire un petit business model. Il faut avoir les reins solides un peu financièrement. Moi, je ne l'aurais pas fait, par exemple, si j'avais un conjoint qui était également freelance ou avec des revenus variables. Voilà, c'est quand même une sécurité, notamment, encore une fois, parce que j'ai des enfants. Donc voilà, j'ai cette possibilité d'avoir fait ça. Donc, quand même étudier, pas se rendre compte au bout de 3 mois qu'on a fait une bêtise, même si on peut revenir dans le salariat finalement assez facilement. Mais sinon, voilà, si vous avez cette envie d'autonomie, de travailler avec des clients différents et j'allais dire une volonté de... Voilà, il faut quand même avoir pas mal de discipline et de rigueur parce que ça fait partie des prérequis pour être freelance. Bah, lancez-vous. Voilà. Avec une petite fibre entrepreneuriale également, puisque tu vas faire de la compta, du commercial, même si c'est pas ton cœur de métier, pour faire marcher ton oui, il faut business. déjà être un peu entrepreneur dans l'âme parce que pour aller démarcher des clients, pour aller vendre non pas un produit mais sa propre personne et son service, effectivement, il faut être un tout petit peu entrepreneur et il faut, voilà, comme j'ai dit, il faut être adaptable et il faut être rigoureux d'une certaine manière, il faut avoir une certaine discipline et voilà, être autonome. Voilà, je dirais que c'est les prérequis importants. Chez Asia ou chez Evaneos, quel conseil vous pourriez donner à un jeune pro ? Moi, je ne sais pas si c'est spécifique à Evaneos, le conseil que je pourrais donner, mais c'est toujours cette question du sens, de pourquoi, toujours se poser la question, pourquoi on est là, pourquoi on choisit le salariat. Il y a plein de bonnes raisons de choisir le salariat, il y a plein de bonnes raisons de choisir le freelancing, donc essayer de revenir un peu au basique, de se dire pourquoi on est là, pourquoi on choisit cette mission, pourquoi on s'engage dans ce job, et qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin, qu'est-ce qui nous motive. Et je dis ça aussi aux salariés en poste, en disant, mais pose-toi la question de pourquoi tu es là. Et voilà, donc mon conseil, c'est parfois prendre un tout petit peu de recul sur ses envies, ses aspirations et le pourquoi du comment, et je suis sûre que ça se passera bien. Mais vous êtes toujours les bienvenus chez Evaneos, bien sûr. Ok, merci. Julien ? Écoute, chez Asia, ce que j'observe, c'est que souvent, ce que je te disais en introduction, on a un taux d'ancienneté assez élevé. On a des gens, chez nous, des collaborateurs qui sont assez passionnés par le produit qu'on propose à nos clients, qui sont des beaux voyages vers l'Asie, souvent authentiques, à la découverte du fondement des cultures asiatiques, des pays qu'on fait visiter. Et donc, il y a une sorte de passion qui anime. Enfin, en général, les gens qui viennent chez Asia, qui postulent, ils sont souvent passionnés d'un pays en Asie, passionnés de voyage, évidemment, mais passionnés d'un voyage en Asie ou de plusieurs pays asiatiques. Et donc, souvent, comme ils se sentent bien, ils aiment bien le produit et qu'on essaie de travailler correctement pour qu'ils se sentent bien, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas toujours, en général, ils restent. Et donc, je me dis que si on prenait des freelances, le problème qu'on aurait, c'est qu'ils voudraient rester. C'est bien aussi, on peut. Et donc, après, ils demanderaient à convertir leur freelancing en CDI. Non, plus pour plaisanterie à part, ce qui n'est d'ailleurs pas une plaisanterie, mais pour englober le débat peut-être sur la notion de travail, faut voir aussi qu'elle se perçoit sur toute la durée de vie de travail d'une personne. C'est-à-dire à partir du moment où elle finit ses études, où elle se met sur le monde du travail jusqu'à la fin, qui est le départ à la retraite. Donc on parle d'une quarantaine d'années, et les aspirations d'une personne, peut-être quand elle a 20-25 ans, ne sont pas les mêmes que quand on a 30-35 ans, ou quand on en a 55-65, quoi. Et donc, c'est vrai que ce modèle de freelancing, comme le modèle du CDI classique, va pas répondre forcément, même sur un même individu, va pas forcément avoir les mêmes aspirations suivant son âge, dans son parcours de vie, ni être attaché aux mêmes sécurités. Olivia parlait tout à l'heure, et très justement, des sécurités qu'on n'a plus. Le salarié, il a un salaire, il a des éléments extra-salariaux, ou des accessoires de salaire, comme on dit, et puis il a aussi de la protection. C'est une protection en termes de chômage, protection en termes de santé, mutuelle, prévoyance aussi, on n'y pense pas souvent, mais la prévoyance c'est aussi important, et puis une protection en termes de retraite. Tout à fait. Et donc c'est sûr qu'à différentes phases de la vie d'une même personne, on a une sensibilité à ces problématiques
Voilà, et je le vois en tant que RH quand on fait des entretiens. On a un super régime de prévoyance chez Asia. Bon, la prévoyance, voilà, c'est quand on meurt, quand on a un accident, voilà. Alors, Quand on a 20 ans, on n'y pense pas voilà, forcément. quand j'ai des petits jeunes de 20 à 25 ans, je leur dis mais tu devrais venir chez nous, on a une super prévoyance. C'est sûr qu'en fait, c'est pas un argument qui... Voilà, quand on a des collaborateurs plus seniors et qu'on vante notre système, le régime de santé assez attractif qu'on a avec prévoyance, ça leur parle un peu plus, forcément. Ou ceux qui ont des enfants, on leur dit, bah voilà, chez nous, quand tu as des enfants, la mutuelle, ça coûte beaucoup moins cher. Oui, bien sûr. Donc, tout de suite, voilà. Donc, voilà, pour ça, disons que voilà, la réflexion sur le travail, elle est variable en fonction des phases de vie d'un collaborateur. Oui, je suis d'accord, très bien. Et c'est très juste ce que tu disais pour le freelancing. Je pense, Olivia, que tu peux dire que je ne sais pas d'ailleurs, mais je te le souhaite, que tu cotises pour une mutuelle, que tu as la sécurité sociale malgré tout, Ouais, tout à fait. prévoyance ou pas. Certains freelances font aussi des comptes épargne chômage en cas de traversée du désert. En fait, on se crée nous-mêmes les outils que l'entreprise fait pour ses salariés. Exactement. Alors, moi, ça faisait partie effectivement des choses que j'ai vérifiées avant de me lancer, notamment la mutuelle. Donc là, encore une fois, j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui a une bonne mutuelle sur laquelle j'ai pu me greffer. C'est pas le cas de tous les freelances, mais sinon, je pense que j'aurais effectivement... j'aurais souscrit une mutuelle de mon côté, ce qui explique que le salaire d'un freelance, enfin la rémunération d'un freelance couvre ce genre aussi d'aléas de la vie. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai un peu expliqué ça. Je pense que le freelancing, ça va correspondre à une tranche de ma vie. Là, je me suis dit 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, je penserai plus à ma prévoyance. Et donc voilà, je n'exclus pas de revenir au salariat dans quelques temps pour aussi tous ces avantages. On peut le dire aussi, un des avantages d'être freelance, il faut quand même le dire, c'est qu'on n'est pas très attirant pour les banques. Donc, lorsqu'on a des gros projets, évidemment des projets IMO ou des projets, je ne sais pas, de racheter une entreprise, etc., c'est plus compliqué, c'est sûr. Et encore une fois... Certain. En fait, ce qu'aiment les banques, c'est la stabilité. Donc, si tu as un bilan sur 3 ans qui est stable, il va l'apprécier au même titre qu'un salarié. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, là, je le savais en me lançant dans le freelancing que pendant 3 ans, bon, voilà, j'avais pas de projet immobilier, ou alors je l'avais fait avant, mais ça faisait partie des choses que j'ai vérifiées avant de me lancer dans le freelancing. On pourrait se dire encore beaucoup d'autres choses, Oui. mais le temps file. On arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura fait avancer la réflexion sur ces nouveaux modes des ressources humaines dans le voyage. Je remercie mes invités Julien Beaufreton, Olivia Gasto et Lola Chemel d'être venus dans ces studios parisiens pour l'enregistrement de l'émission. Je remercie également toute l'équipe du podcast, Audrey, Marie, Marjorie, Alexis et Paul, et vous qui nous écoutez et nous regardez désormais de plus en plus nombreux. Un grand merci à BZZ Studio qui est notre partenaire de cet épisode. Et vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur le site du collectif awaywigo.fr, sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast et maintenant YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre 5 étoiles, ça nous encourage beaucoup. Et retrouvez-nous sur notre page LinkedIn Away We Go. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. À tous. Merci Olivier.